Personne ne naît génie. Quand Einstein était bébé, il ne connaissait pas encore la théorie de la relativité. Quand Mozart était bébé, il ne pouvait pas encore composer de sonates. On pourrait penser que les génies ont un don inné. Mais la vérité est que vous l'avez aussi. Vous possédez une capacité unique, différente de celle des autres. Pour l'instant, elle se manifeste peut-être comme votre hobby ou votre intérêt. Ce livre vous montrera comment transformer ce hobby en chef-d'œuvre. Il vous apprendra comment faire de votre passion votre mission de vie. Vous apprendrez à devenir un maître. Vous découvrirez les 3 phases de la maîtrise. Vous comprendrez le pouvoir ultime que possèdent les maîtres. Vous apprendrez à utiliser ce pouvoir pour vous aussi. C'est réalisable. Tous les maîtres y sont parvenus. Ils sont nés comme tout le monde sur cette terre. Ils étaient ignorants et petits, mais ils se sont entraînés pour devenir extraordinaires. Vous pouvez aussi obtenir cette formation. Ce livre vous y aidera. Le pouvoir ultime. Vous pouvez devenir un maître. Il n'y a pas de condition d'âge, de sexe, de race ou de revenu pour en être un. Pensez à tous les maîtres que vous connaissez. Da Vinci, Mozart, Einstein, Gandhi, le Dalai Lama, même Bill Gates ou Steve Jobs. Ils viennent tous de milieux différents, mais chacun d'eux est un maître dans son domaine. Vous pouvez devenir l'un d'entre eux. Pourquoi? Parce que vous avez une constitution génétique unique. Personne n'a la même composition génétique que vous, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est un fait. Toutes vos capacités et potentiels vous appartiennent et à vous seul. Il n'y a littéralement aucun obstacle que vous ne puissiez surmonter. À notre génération, l'éducation est plus accessible à tous. La discrimination basée sur le sexe, la race et les inégalités sociales est nettement moindre. Vous êtes libre de vous frayer un chemin vers le sommet. Comment? Ce livre vous le montrera. Il contient tout ce que vous devez savoir pour devenir un maître. Il y a 3 phases que vous devez traverser. La première est celle de l'apprenti. La deuxième est celle de l'actif créatif. La troisième est celle du maître. La première chose à faire est de découvrir votre vocation dans la vie. Qu'aimez-vous faire le plus? Cette passion deviendra alors votre chef-d'œuvre. Ensuite, vient la phase d'apprentissage, où vous acquérez les compétences, vous vous entraînez avec un mentor et devenez socialement intelligent. Après cela, vous pouvez passer à la phase créative active et finalement devenir un maître. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande une concentration et un effort intense. Des études montrent qu'il faut environ 21 000 heures de pratique dans sa compétence unique pour atteindre la maîtrise. Qu'est-ce qui caractérise les maîtres? Quel est leur secret? Qu'est-ce qui les rend si extraordinaires? C'est l'intuition. C'est la forme la plus élevée d'intelligence et de puissance. Lorsque vous entendez le mot intuition, vous pensez probablement à la magie, au mystère ou au super-pouvoir. Mais ce ne sont que des idées fausses. L'intuition est un processus mental de haut niveau. C'est le point où l'on passe des décennies à perfectionner sa compétence unique, de sorte que les réponses semblent surgir de nulle part. Prenons l'exemple d'Einstein. Son travail sur la théorie de la relativité n'est pas seulement un concept, ce n'est pas seulement une nouvelle idée. Einstein a révolutionné la science. Il a transformé la vision acceptée de la réalité. C'est à quel point la théorie de la relativité est révolutionnaire. Einstein y a travaillé depuis qu'il était un petit garçon, depuis le jour où son père lui a offert une boussole magnétique. Grâce à des décennies d'études, les neurones de son cerveau ont absorbé toutes les équations et les concepts de la physique. Il pouvait voir l'ensemble de la situation. Il pouvait relier les idées entre elles et ainsi aboutir à la théorie de la relativité. Des heures intenses et continues de concentration l'ont mené à ce chef-d'œuvre. L'impact de la théorie est si vaste et éclairant qu'il a semblé qu'elle provenait du royaume de la magie ou du divin. C'est ce qu'est l'intuition. C'est le mélange de la conscience et de l'inconscience. C'est le mélange entre l'instinct et la raison. Nous sommes plus familiers avec la pensée rationnelle qu'avec l'intuition. La rationalité est la pensée de cause à effet. Mais l'intuition, c'est de comprendre la vue d'ensemble. C'est utiliser la capacité maximale de votre cerveau. Le maître est intuitif dans la manière dont il peut donner rapidement la réponse. Il peut prédire ce qui pourrait se passer ensuite. Il pourrait lire et influencer les gens. Il pourrait faire en sorte que les choses se produisent. Il pourrait rendre l'impossible possible. Et il pourrait créer un résultat plein de beauté et de profondeur. C'est à quel point l'intuition est incroyable. En fait, vous utilisez cette forme immense de pouvoir et d'intelligence à certains moments de votre vie. Vous faites preuve d'intuition lorsque vous vous dépêchez de respecter une échéance ou que vous travaillez sur un projet très important. Votre esprit est très concentré et actif.
Mais après cette échéance ou ce projet, vous retournez à la vie quotidienne. Ce livre vous apprendra à pratiquer l'intuition dans tout ce que vous faites. Vous apprendrez à avoir ce haut niveau de puissance et d'intelligence à tout moment et en tout lieu. C'est en vous. Il attend d'être libéré en vous. Si vous êtes prêt pour votre voyage pour devenir un maître, alors lisez ce livre. Découvrez votre vocation. Leonardo a grandi dans un village nommé Vinci en Italie. C'est à seulement une trentaine de kilomètres de Florence. Son père était avocat, un membre de la bourgeoisie. On pourrait penser que Leonardo a eu de la chance d'être né riche. Mais la vérité est qu'il était un enfant illégitime. Il est né hors mariage. Et c'est pourquoi Leonardo n'a été autorisé ni à fréquenter une université, ni à exercer une profession académique. Il ne pouvait pas devenir avocat, médecin, professeur ou toute autre profession respectable. C'était la coutume en Italie à l'époque. Et ainsi, le jeune Leonardo n'a eu que peu d'éducation formelle. Souvent, il était laissé à lui-même pour explorer le monde. Leonardo aimait découvrir la riche nature de Vinci. Il allait dans les bois, aux cascades et aux rivières. Il s'émerveillait devant les différents animaux et les plantes qu'il voyait. Un jour, il est allé dans le bureau de son père et a pris quelques feuilles de papier. Il a erré profondément dans la forêt. Il s'est assis sur une pierre et a dessiné tout ce qu'il voyait. Il a continué à explorer et à dessiner chaque jour. Leonardo allait aussi dans la forêt quand il pleuvait. Il n'avait pas d'outils, pas de professeur et pas d'image à copier. Il n'utilisait que ses yeux. Il a appris qu'il devait étudier les objets très attentivement. Ainsi, il pouvait saisir tous les détails et rendre ses dessins aussi réalistes que possible. Quand il avait 14 ans, Leonardo est devenu apprenti à Florence. C'était dans l'atelier d'un artiste nommé Andrea del Verrocchio. Leonardo a été accepté là-bas grâce à la grande qualité de ses croquis. Un jour, Verrocchio confia un projet à Leonardo. Il devait peindre un ange. Il était censé suivre le dessin que Verrocchio lui avait donné, mais Leonardo décida de créer sa propre version. Il peignit l'ange sur un parterre de fleurs, et chaque fleur est différente. Ce sont les fleurs qu'il voyait enfant. Il les dessina avec une étonnante minutie. Pour le visage de l'ange, il se rendit à l'église et étudia les visages des personnes en prière. Il mélangea une nouvelle combinaison de couleurs et créa une atmosphère sereine pour l'ange. Leonardo décida également d'être le premier artiste à créer une représentation parfaite des ailes d'ange. Il alla au marché et acheta quelques oiseaux. Il a étudié la beauté des plumes d'oiseaux avec émerveillement et intensité. Léonard a passé des heures à les dessiner, et ainsi, ces anges semblèrent vraiment divins. En 1481, Léonard a fait face à un défi dans sa vie. Le pape cherchait alors des artistes pour commander des œuvres pour la chapelle Sixtine à Rome. Il a demandé à Laurent de Médicis de lui recommander des noms. Le problème était que Léonard ne s'entendait pas bien avec les Médicis. Laurent était un aristocrate. Il était très versé dans les classiques de la littérature. Mais Léonard ne comprenait pas le latin, qui était alors considéré comme la langue de l'élite. D'autres artistes de Florence ont été choisis, mais pas lui. Mais cela ne l'a pas empêché de suivre son chemin. Leonardo trouvait la culture florentine peu attrayante. Les artistes devaient y gagner les faveurs des familles royales ou de l'église pour obtenir des commandes. Ils vivaient des commandes pour leurs œuvres d'art, ce qui n'était pas une source de revenus très stable. Une vraie mission suicide. Alors, Leonardo a trouvé une meilleure voie. Il a décidé de partir pour Milan. Là-bas, il a étudié la sculpture, l'architecture, l'anatomie, l'ingénierie et de nombreux autres sujets. Il a considérablement élargi ses connaissances. Leonardo a offert ses services aux riches, non seulement en tant que peintre, mais aussi en tant que conseiller général, en quelque sorte leur homme à tout faire personnel. En retour, il a exigé un salaire fixe. Cela lui a apporté une sécurité financière, une véritable mine d'or. Il a eu la liberté d'explorer tous ses intérêts et toutes ses compétences. Léonard aimait étudier et dessiner. Ses dessins de l'anatomie humaine sont très précis, et il a également dessiné des machines issues de sa propre imagination. On dit que ses dessins et ses notes s'étendaient sur plus de 10 000 pages. C'est dire à quel point il aimait dessiner. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire plus que tout au monde? Quelle est ta passion? Ça peut être n'importe quoi. Peut-être que c'est la cuisine, la lecture, la plongée, ou même la programmation. Quoi que ce soit, ne laisse rien ni personne t'empêcher de le faire. Et, si tu n'as pas encore trouvé ta vocation, il n'est jamais trop tard pour le faire. Tu peux toujours devenir un maître. L'important est ce fort désir intérieur
de pratiquer cette capacité unique. L'apprentissage idéal. Quand Charles Darwin était jeune, son père lui disait « Tout ce qui t'intéresse, c'est la chasse aux rats. Tu seras une honte pour cette famille. » Mais, comme nous le savons tous, ce n'est pas vrai. Le père de Charles était un médecin aisé et avait de grandes attentes pour son fils. Il était très inquiet que Charles ne soit bon dans aucune matière à l'école. Il semblait que Charles n'avait pas d'avenir prometteur. Les livres ne l'intéressaient pas. Ce que Charles voulait, c'était l'aventure. Il aimait la nature. Il aimait cueillir des fleurs et collectionner des coléoptères. Et il aimait observer les oiseaux et noter ses observations. Charles était très curieux de la nature. Mais son père n'était pas impressionné. Quand Charles eut 15 ans, son père l'inscrivit à la faculté de médecine. Mais Charles abandonna vite ses études, car il ne supportait tout simplement pas la vue du sang. Et c'est ainsi que Charles se retrouva à Cambridge, où il réussit à obtenir un Bachelor of Arts. La seule chose qui le motivait était la botanique. Il s'intéressait beaucoup au sujet et se lia d'une amitié étroite avec le professeur Henslow, son professeur de botanique. Après l'obtention de son diplôme, le professeur Henslow recommanda Charles pour un poste de naturaliste lors d'un voyage en mer. Le navire HMS Beagle devait voyager pendant plusieurs années en Amérique du Sud. La tâche de Charles serait de collecter des échantillons d'animaux, de plantes et de minéraux pour les envoyer en Angleterre. Au début, Charles hésitait. Il n'avait jamais été aussi loin de chez lui. Mais, comme on dit, le goût de l'aventure l'a emporté. Le capitaine Fitzroy du HMS Beagle lui a expliqué que sa tâche était de trouver des preuves du déluge et de la création, comme décrit dans la Genèse. Après plusieurs mois, le navire est arrivé au Brésil. Charles a été immédiatement fasciné. Tant de faune et de flore sauvages, tant de couleurs et de diversité dans la nature. Il y en avait tellement qu'il ne savait pas quel spécimen envoyer en premier. Charles passait ses journées à marcher et à explorer. Il devait classer, étiqueter et décrire tous les animaux et toutes les plantes exotiques qu'il voyait. Il y avait tant de nature à étudier, mais il adorait ça. Au cours des 5 années qu'il a passées à explorer la nature sauvage de l'Amérique du Sud, il a énormément appris. En Argentine, Charles a déterré les restes d'un tatou, d'un cheval et d'un animal ressemblant à un éléphant appelé mastodonte. Il a réalisé que si tant d'espèces étaient mortes et avaient disparu il y a longtemps, alors il n'était pas logique que toutes les formes de vie aient été créées en même temps, comme le décrit le récit biblique de la création, le livre de la Genèse. Dans les Andes, il a trouvé encore plus de preuves pour étayer sa thèse. À 12 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer, Charles a découvert des fossiles de coquillages et de récifs coralliens. Il a émis l'hypothèse que ces montagnes faisaient partie de l'océan Atlantique il y a longtemps. Une série de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques ont dû les soulever. Aux îles Galapagos, Charles a eu une révélation encore plus grande. Les espèces présentes sur chaque île sont uniques. Bien qu'elles ne soient séparées que de 80 km, les caractéristiques des animaux diffèrent de celles de l'île voisine. Les carapaces des tortues présentent des motifs différents. Les becs des pinsons ont des formes différentes. Charles a réalisé que les espèces ont dû s'adapter à la nourriture et aux prédateurs existant sur leur île respective. Au fil de milliers d'années, les animaux ont développé les caractéristiques nécessaires pour survivre dans cet environnement spécifique. Il y a un besoin constant d'évoluer. Seuls les plus forts survivront. Il y a donc une grande diversité d'espèces dans les îles Galapagos, en raison des différentes conditions environnementales. Cela doit aussi être vrai pour la planète entière. Charles est rentré en Angleterre après son aventure de 5 ans en Amérique du Sud, mais il est revenu un homme changé. Son père a été sincèrement surpris. Physiquement, il semblait plus grand et plus fort, et son caractère avait également évolué. Charles était rempli d'un sens du but et d'une intensité. Il s'est avéré que le professeur Henslow avait montré les recherches de Charles aux naturalistes professionnels de Cambridge. C'est pourquoi ils ont accueilli Charles dans leur cercle et d'autres opportunités d'apprentissage se sont présentées à lui. Au cours des décennies suivantes, il a achevé la théorie de l'évolution et a développé le concept de la sélection naturelle. Charles Darwin est devenu le biologiste respecté que son père n'aurait jamais cru qu'il deviendrait. Si vous étudiez la vie de n'importe quel maître, vous identifierez cette période d'apprentissage idéale ou cette grande opportunité qui le transforme d'un outsider naïf en un expert accompli. Avant l'apprentissage, il manque de discipline et de connaissances, mais après, il devient concentré et déterminé. Il entre dans le monde où il était destiné à être connu. Dans votre propre quête de la maîtrise, vous n'aurez pas besoin de voyager à travers le monde entier. Vous devez trouver l'opportunité parfaite qui vous fera progresser.
Cela pourrait être un emploi, un stage, un atelier ou l'intégration d'un groupe. Vous pourrez y acquérir des compétences, trouver un mentor et nouer des relations avec des personnes partageant les mêmes idées. Plongez-vous dans cet apprentissage et fixez-vous pour objectif d'améliorer non seulement votre esprit, mais aussi votre caractère. Créatif actif. Wolfgang Amadeus Mozart, un enfant prodige. Il a commencé à jouer du piano dès l'âge de 4 ans. Son père, Léopold, était violoniste et professeur de musique. Wolfgang a grandi en écoutant les leçons de musique de son père à la maison. Sa sœur, Maria Anna, a commencé à prendre des leçons de piano avec leur père à l'âge de 7 ans, et Mozart restait à proximité et écoutait. Il fredonnait les mélodies et essayait de les imiter. Il n'avait alors que quelques mois avant son 4e anniversaire. Léopold a réalisé que son fils avait un potentiel énorme. Il a décidé de commencer l'enseignement de Wolfgang, même s'il n'avait jamais enseigné à quelqu'un d'aussi jeune. Wolfgang a montré une concentration profonde et un réel intérêt pour l'apprentissage. C'est pourquoi il est devenu un génie. Il aimait tellement jouer du piano. Il était toujours ravi quand son père lui donnait une pièce difficile à étudier. Il la pratiquait tous les jours, inlassablement. Ses parents devaient le tirer du piano la nuit et le forcer à aller se coucher. Un jour, Léopold vit Anna Maria et Wolfgang jouer un morceau pour 2 pianos, et il eut une idée incroyable. Leurs revenus n'étaient mat et pas suffisants. Alors Léopold pensa que lui et les enfants pourraient voyager à travers les villes européennes et donner des représentations publiques. Léopold jouerait du violon et les enfants joueraient du piano. Il a déguisé Maria Anna en princesse et Wolfgang en ministre de la cour. Ils se sont rendus à Vienne, Paris et Londres. Partout où ils allaient, ils impressionnaient les familles royales et les membres de la cour. Wolfgang s'est lié d'amitié avec les compositeurs de cour qu'il a rencontrés. Il a demandé au célèbre compositeur Johann Christian Bach de lui donner des leçons avancées. Wolfgang est également tombé amoureux du monde du théâtre et de l'opéra. Il s'est immergé dans la musique des grandes villes d'Europe. La tournée de la famille Mozart a été un succès retentissant. Mais, ils ont dû élaborer une nouvelle stratégie, car Wolfgang et Maria Anna n'étaient plus des enfants. La nouveauté de leur performance s'était estompée. Mais néanmoins, ce fut une excellente opportunité, car Wolfgang a acquis beaucoup de connaissances et d'expérience. Quand Wolfgang eut 17 ans, son père lui obtint le poste de compositeur de cour dans sa ville natale de Salzbourg. Léopold a convaincu l'archevêque de Salzbourg d'accueillir son fils. Il voulait un emploi stable et un revenu régulier pour Wolfgang. Mais Wolfgang était profondément malheureux. Il regrettait la grande scène théâtrale et musicale qu'il avait connue enfant. Salzbourg n'est qu'une petite ville, comparable à un village bavarois idyllique. Il n'y avait pas de grands orchestres ou d'opéra. Mais surtout, Wolfgang ressentait un fort besoin de composer, de créer ses propres chefs-d'œuvre. Il était fatigué d'interpréter la musique des autres. Il ne supportait plus la domination de son père. Wolfgang voulait se libérer, comme un oiseau qui s'envole de sa cage. À 25 ans, il a accompagné l'archevêque à Vienne. Wolfgang s'y est établi comme un musicien de cour accompli. Mais l'archevêque le traitait toujours comme un enfant et un domestique. Wolfgang sentait que le temps lui échappait. Il était devenu adulte et décida que ça suffisait. Quand vint le moment de quitter Vienne, Wolfgang dit à l'archevêque qu'il resterait. La culture du théâtre, de l'orchestre et de l'opéra était très vivante à Vienne. Il sentait que c'était sa place, son deuxième foyer, si l'on veut. Ici, il pouvait pleinement développer son talent, comme un arbre qui peut enfin prendre racine. Il démissionna de son poste de compositeur de cour. Il vivrait à Vienne, seul, comme un vrai Viennois. Ni son père, ni l'archevêque de Salzbourg ne purent l'arrêter. Il était fermement décidé à suivre sa propre voie, comme le têtu qu'il pouvait parfois être. Cela s'avéra être la meilleure décision de sa vie. À ce moment-là, Wolfgang était déjà musicien depuis 20 ans. Il avait déjà pratiqué plus de 20 000 heures. Comme on dit si bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il était prêt à montrer son génie, tel un feu d'artifice qui est enfin allumé. Cela se manifesta dans son chef-d'œuvre, Don Giovanni. Wolfgang était déjà un maître dans tous les genres. Il savait exprimer des émotions comme la tristesse, la colère et l'extase à travers la musique, tel un peintre jouant avec les couleurs. Il a composé pour le grand orchestre et est devenu un maître. Personne n'avait écrit de musique comme lui auparavant. Les compositions de Wolfgang étaient si originales, si créatives, aventureuses, et pourtant pleines de maîtrise et de profondeur. Elles ont réussi à dépeindre le personnage de Don Giovanni comme un grand séducteur qui va en enfer en riant. Telle est l'étonnante maîtrise de Mozart.
Au cours des 10 dernières années de sa vie, il a composé sans relâche. Il a créé des ouvertures, des sonates et de la musique d'opéra que nous apprécions tant aujourd'hui. Il est mort à l'âge de 35 ans, mais son œuvre était accomplie. Enfant, nous étions pleins d'émerveillement et de fantaisie. Nous explorions le monde comme si rien n'était impossible. Mais en grandissant, nous apprenons les limites que la société nous impose. Vous savez, les responsabilités que nous avons nous éloignent de l'esprit libre et créatif que nous avions tous étant enfants. La phase créative active, eh bien, c'est un mélange de cette curiosité enfantine et, de compétences d'expert. Créatif dans ce sens signifie que vous êtes très productif. Vous créez quelque chose d'unique. Et actif, eh bien, cela signifie que vous êtes vraiment original. Vous n'imitez pas simplement ceux qui vous ont précédé. Au lieu de cela, vous dépassez les règles et créez, honnêtement, quelque chose de totalement nouveau et différent. La composition de Mozart en est un excellent exemple. Il a utilisé au maximum toutes les capacités d'un orchestre. Avant Mozart, la musique de théâtre était toujours, légère et agréable. Cependant, avec son, expérience de plus de 2 décennies, Mozart avait une vue d'ensemble. Il a créé une musique qui exprimait toutes les émotions qu'un personnage pouvait avoir. Et c'est pourquoi Mozart a lancé une nouvelle tendance. Beaucoup de gens ont été surpris par sa musique. Certains ont même dit qu'elle était douloureuse pour les oreilles. Mais, comme on le sait, Mozart est devenu la nouvelle norme en Europe. Le monde du théâtre a changé pour toujours grâce à lui. La maîtrise. L'intuition n'est pas une force magique. Tout le monde peut l'avoir, mais vous savez, cela demande un haut degré de concentration et d'expérience. Le pouvoir suprême, c'est quand vous maximisez la capacité de votre cerveau. L'intuition commence par la mémoire. Au fil des ans, vous absorbez toutes les informations, toutes les théories des maîtres qui vous ont précédés. Mais parce que vous avez tant de compétences et d'expérience, vous obtenez une perspective holistique. Vous voyez le champ de connaissances dans son ensemble. Vous reconnaissez ce qui manque, ou vous voyez un lien auquel personne n'avait jamais pensé. L'intuition vient simplement de votre cerveau, parce que vous traitez rapidement toutes ces informations grâce à des années de pratique. La recherche indique qu'il faut 10 000 heures ou 10 ans de pratique pour devenir compétent. Mais il faut 20 000 heures ou 20 ans pour devenir un maître. Il faut 20 ans pour posséder le pouvoir ultime. Mais ce n'est pas impossible. Nous connaissons des maîtres modernes qui ont vraiment excellé dans leur carrière. Prenez Bill Gates par exemple. Il programmait déjà au lycée. Lorsque Microsoft est devenu un géant de la technologie, Gates avait déjà plus de 20 ans d'expérience en programmation. Vous pouvez le faire aussi. Vous avez le potentiel de voir au-delà des limites et de créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Les réponses jailliront de votre esprit comme par magie. Mais c'est parce que les millions de neurones en vous sont activés à chaque fois. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Vous pouvez être quelqu'un d'autre. Vous pouvez écrire l'histoire. Vous pouvez être quelqu'un de vraiment respecté et admiré. Aujourd'hui, vous êtes un inconnu. Mais, à l'avenir, vous serez quelqu'un. Votre nom sera recherché sur Google par des gens à l'autre bout du monde. Votre histoire de vie sera écrite dans des livres et partagée sur les réseaux sociaux. Tout est possible. Des maîtres l'ont déjà fait, et vous le pouvez aussi. Pensez aux frères Wright, Jack Ma, Nikola Tesla ou les Beatles. Il fut un temps où personne ne les connaissait. Il fut un temps où les gens se moquaient d'eux. Mais ils ont continué à travailler et se sont élevés au-dessus de tout. Vous avez un cerveau, vous avez votre génétique unique. Vous avez ce qu'il faut. Conclusion. Vous avez appris quelque chose sur Da Vinci. Vous avez appris quelque chose sur Charles Darwin. Vous avez appris quelque chose sur Mozart. Vous avez appris quelque chose sur le pouvoir de l'intuition. Vous avez appris quelque chose sur les 3 phases de la maîtrise. Ce livre vous a montré le chemin vers votre maîtrise. Ce que vous devez faire maintenant, c'est suivre ce chemin. Quel que soit votre âge actuel, vous pouvez y arriver. Saisissez l'occasion. Vous avez encore le temps. Tirez-en le meilleur parti. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre la capacité maximale de votre cerveau, car le temps est perdu si vous ne le faites pas. Faites briller vos neurones et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la maîtrise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.